J'ai le plaisir d'introduire cette session, on va dire, un peu exotique pour vous, sur la dynamique des polluants persistants en forêt, dans laquelle vous aurez 3 présentations, comme l'a dit Manu tout à l'heure. Alors, d'abord, peut-être savoir qui sont finalement ces polluants persistants. Parmi les polluants persistants qu'on a choisi d'illustrer ici, donc il y a les métaux que vous voyez sur la gauche de l'écran, avec des couleurs qui indiquent différents types de métaux, des métaux de transition en vert, des métalloïdes en violet, voilà, ce qu'on appelle l'antadinides, qui sont des terres rares. Et ensuite, vous avez de l'autre côté, à droite, voilà, les radionucléides qui sont des isotopes non stables de certains éléments et qui, pour certains, sont naturels et qui vont se désintégrer au cours du temps, comme vous le voyez avec le petit schéma qui est sur votre droite, qui illustre la désintégration de la chaîne de l'uranium, par exemple, jusqu'au plomb. Et ensuite, vous avez, donc ces éléments ont des durées de vie différentes. Et vous avez ensuite un troisième groupe qui sont ce qu'on appelle les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont des molécules organiques, cette fois-ci, plus minérales, et qui ont la caractéristique d'avoir des atomes de carbone et d'hydrogène, et d'avoir au moins 2 cycles aromatiques condensés. Donc, je vous ai mis quelques illustrations et en tout cas illustrer les 16 molécules qui sont reconnues comme prioritaires par l'Agence de protection environnementale américaine, par exemple. Alors, ces différents polluants, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun des choses, c'est-à-dire qu'ils sont ils peuvent être à la fois naturels ou alors d'origine anthropique. Ils sont peu dégradables dans l'environnement. Ils sont transportés aussi sur de longues distances, une fois qu'ils sont émis dans l'atmosphère. Ils peuvent être transférés dans tous les compartiments des écosystèmes, c'est-à-dire de l'atmosphère jusqu'aux eaux de surface. Pour certains, ils ont un rôle biologique. Vous connaissez par exemple le rôle biologique du cuivre, du zinc, par exemple. Et pour d'autres, ils sont potentiellement toxiques parce qu'ils n'ont aucun rôle biologique pour l'homme au bout de la chaîne, mais aussi pour les organismes vivants, pour ce qui nous préoccupe dans nos écosystèmes forestiers. Et enfin, un dernier point que j'ai évoqué, il y en aurait d'autres, mais ils ont une capacité d'absorption sur les particules. C'est quelque chose qui est très important aussi. Alors bon, on en a beaucoup parlé, mais pour d'autres contaminants, ce matin notamment, mais ces contaminants, comme les autres, ils sont de nature et d'origine diverses, on l'a dit. Donc les émissions d'origine naturelle, c'est par exemple les émissions volcaniques, les feux de forêt. Parmi les émissions anthropiques aussi, vous avez reconnu les centrales nucléaires, la circulation automobile, tout ça va dans l'atmosphère et, comme je vous l'ai dit, est transporté parfois sur soit de courtes distances, c'est-à-dire peuvent retomber très près des sources d'émissions, ou alors sur des très très longues distances, des milliers de kilomètres de là. Et donc parfois, à des milliers de kilomètres de là, il peut y avoir des forêts innocentes qui reçoivent ces dépôts qu'elles n'avaient pas désirés, sous la forme à la fois humide, de dépôts humides, mais aussi de dépôts secs. Quand on dit dépôts secs, c'est l'ensemble des dépôts de brouillard, occultes, etc. Donc ces polluants, ils ont des sources variées, alors, qui peuvent évoluer au cours du temps. Mais là, je vous ai illustré 2 exemples en fait, pour les métaux, et pour un métal comme le plomb, et un autre métal, on va dire métalloïde plus émergent, comme l'antimoine. Donc, vous voyez qu'ils peuvent avoir donc des sources très diverses, comme le plomb, encore aujourd'hui, venant de l'énergie, encore du trafic routier, etc. Et l'antimoine, un profil un petit peu différent, avec par exemple les retardateurs de flammes, qui vont être des fourvoyeurs d'antimoine ou les batteries au plomb. Et pour les autres, les radionucléides, voyez un petit peu un schéma un peu synthétique issu du CEA, de l'IRSN, qui montre des origines très naturelles, on va dire, comme les rayonnements cosmiques, et puis d'autres que vous connaissez par exemple aussi, les applications médicales, qui peuvent être de sources très variées. Et enfin, j'ai pris l'exemple, par exemple, de la région Île-de-France pour les HAP, où là, vous voyez que le profil, il est beaucoup plus restreint. C'est-à-dire que les 2 sources majeures, par exemple, là, pour les HAP, ça va être le trafic routier et les résidences tertiaires. Mais ça peut évoluer, évidemment, en fonction des régions. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que
Parmi ces polluants organiques persistants, il y en a au moins 2 familles, comme les HAP et les métaux, qui sont régis dans le cadre de la Convention de Genève pour aussi encadrer les émissions, comme le soufre et l'azote qu'on a évoqué tout à l'heure. Et ça se fait dans le cadre de cette Convention de Genève, avec en particulier la ratification du protocole Aarhus en 1998, et donc sous l'égide de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies. Alors tout ça, ça fait que ça a quand même fortement contribué aussi à réguler ces émissions. Et comme vous le voyez ici sur votre gauche en haut, vous avez l'évolution depuis les années 90 du plomb en pointillé, du cadmium et du mercure en jaune. On voit qu'il y a quand même une tendance globalement à la baisse. On le voit aussi sur certains profils de droite, sur d'autres éléments. Et aussi pour les HAP, malgré tout, avec ce qu'on peut voir quand même dans les dernières années, une espèce de background qui reste assez stable au cours du temps. Mais par contre, ce qu'on remarque aussi, qui est cerclé de rouge, c'est qu'il y a certains métaux qui sont stables dans le temps, comme le cuivre, par exemple, on ne le voit pas baisser, ou d'autres augmentent. Bon, là, par exemple, le sélénium, mais on en verra possiblement il y en a d'autres. Et surtout, il y a d'autres, ça c'est pour l'Europe, et il y a d'autres régions du monde qui, au contraire, voient l'explosion des émissions de ces éléments, comme en Asie, par exemple, illustré l'antimoine ou le cadmium. Donc, ces polluants, une fois émis dans l'atmosphère, on l'a vu, donc ils peuvent être déposés. Donc, en général, c'est assez mal connu, en fait, parce que c'est des concentrations faibles, tout ça, ça ne se voit pas. Enfin, bref, c'est très difficile à les détecter et à les collecter aussi. Et donc, vous le savez, sous les couverts forestiers, il y a des dépôts humides et des dépôts secs, et on peut avoir un dépôt à découvert et un dépôt sous le couvert. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très différents, ces dépôts, et ça va conditionner ce qui va arriver au sol. Alors pour ça, on peut faire des mesures directes que vous connaissez bien, par exemple, comme sous les placettes René-Coffort, vous avez ces gouttières pour collecter, et aussi à découvert avec d'autres équipements, par exemple, qui doivent être différents pour les polluants organiques, par exemple, qui doivent être en verre pour éviter les contaminations par le récipient. Donc ça, c'est des mesures, on va dire, directes. Et après, vous avez des indicateurs indirects, qui peuvent être des accumulateurs de ces éléments, comme les lichens, les mousses, qui sont aussi présents en forêt. Alors, ça c'est bien, mais c'est pas parfait en fait. C'est pas simple en fait de collecter ces dépôts et savoir vraiment ce qui arrive au sol. Et donc là, j'ai illustré ça par les travaux qui ont été faits par Agnan et collaborateurs en 2016, par exemple, où on a regardé les enrichissements en plomb et en cuivre, les 2 graphes que vous voyez à gauche, dans les lichens. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a été faire de la rétro-observation, c'est-à-dire aller prendre des lichens aujourd'hui dans les stations du réseau et aller regarder par le passé quelles étaient les concentrations et les enrichissements, notamment qu'on retrouvait dans ces lichens, où on a pu remonter grâce à des herbiers jusqu'aux années 1870. Donc on voit qu'en gros, le profil que vous voyez là dessiné montre que ça correspond à peu près au profil des émissions qu'on a avec le pic des années 80. Et par contre, pour le cuivre, vous voyez qu'on a une espèce de stabilité qui représente le fait aussi que les émissions sont relativement stables pendant la même période. Et dans le même temps, à peu près, Louise Fohan avait fait une étude comparable dans les Pyrénées, dans les forêts des Pyrénées, où elle avait montré aussi, en allant chercher dans les herbiers de mousse, une décroissance aussi des concentrations à HAP enregistrées dans les... Donc ces indicateurs-là, ça peut être des témoins séculaires, comme pourra l'être le René-Coffort, j'espère, dans un siècle. Alors, les écosystèmes forestiers sont donc soumis à des dépôts variables dans le temps. Et c'est là la difficulté, parce que avec vos collecteurs de pluie ou de pluviolessiva, on peut arriver à faire ce que Louise Fohan a fait là, c'est-à-dire regarder comment varie au cours des saisons, de façon continue, dans les collecteurs, la concentration ou le dépôt des HAP. La petite ligne verte, c'est ce qui a été mesuré dans le même temps dans les mousses. Alors ça, c'est une concentration, parce que la difficulté qu'on a, c'est de passer d'une concentration dans la mousse à un dépôt dans le temps. Vu qu'elle a accumulé, on ne sait pas pendant combien de temps ni de quelle façon. Donc ça, c'est une difficulté majeure. Aussi, nos forêts, elles peuvent être soumises à des contaminations qui n'étaient pas prévisibles. Par exemple, là, je vous montre par exemple un épisode de contamination qui a touché l'Europe d'après l'IRSN en janvier 2017, et on a des concentrations assez élevées en iode 131,
et on ne sait pas d'où ça vient. Mais en tout cas, nos forêts, elles l'ont enregistré, et les dépôts, ils sont arrivés à ces écosystèmes. Alors, un autre point important, c'est que, donc vous l'avez compris, nos forêts, elles sont sensibles à tout ça, mais elles peuvent jouer le rôle d'accélérateur. Par exemple, là, j'ai reporté le cycle du césium 137 en forêt. Donc, vous voyez qu'il est relativement complexe et il ressemble assez bien au cycle des éléments qu'on va retrouver, des éléments nutritifs. Donc, avec des retombées, des écoulements par les pluvieux SIVA qui ruissellent dans le sol, qui est repris par la végétation et qui va recirculer à travers les retombées de litière, qui va revenir au sol, etc. Donc, ça, c'est un souci parce que ces polluants-là, parfois, ils avancent masqués, en fait. Pourquoi ils avancent masqués? Parce que vous voyez que le potassium et le césium, dans la petite partie de la classification périodique, ils sont très proches en fait. Et ils ont des propriétés vraiment, des propriétés physiques, physico-chimiques essentielles, très proches. Sauf que le potassium, c'est un élément essentiel, nutritif, alors que le césium, ça ne l'est pas. Et donc, ce qui fait, le césium, il se comporte comme le potassium, il va bien circuler dans tout ce système-là. Et donc, comme il va circuler dans ce système, par exemple, on va le retrouver aussi au sein du sol, bien sûr, et il va, lui comme d'autres, comme tous ces polluants persistants, ils vont interagir avec les composants du sol. Donc, vous savez qu'en gros, il y a la solution de sol, qui est au centre du graphique de gauche, et autour de ça, dans le sol, il y a des composants. Les composants, c'est la matière organique, les oxydes, les argiles, enfin tout ce qui compose le sol. Et donc, ces éléments, ils ont la capacité de s'absorber, comme je l'ai dit au début, sur toutes ces particules et tous ces éléments, mais de façon pas homogène. Et donc, du coup, vous le voyez sur la droite, autant le plomb 210 ou le radium 226 ont à peu près la même spéciation, on dit. Par contre, le thorium, lui, il est réparti dans beaucoup de compartiments. On le voit avec la matière organique, l'aspect réductible, c'est les oxydes, etc. Donc, il a une capacité à bouger là-dedans et d'être plus libéré. Donc ça, c'est important de comprendre tout ça, et ça, c'est peu connu quand même pour les HAP et les radionucléides en particulier, et ça permet de prévenir les risques pour l'environnement. Donc, je ne vais pas insister parce que Laure en parlera tout à l'heure, mais on a eu l'opportunité de faire une étude sur l'enregistrement du plomb anthropique dans les sols du réseau, où on a montré qu'il y avait un fort enregistrement de ce plomb-là un petit peu partout. Mais par contre, je vais vous montrer ce graphique-là, qui est intéressant, parce qu'en utilisant les isotopes du plomb, qui sont voilà, ici vous avez ces deux séries d'isotopes du plomb, ils peuvent être très intéressants parce qu'ils vont nous permettre de caractériser des sources de matière. Donc en particulier, ici on voit qu'on a des essences qui ont les essences qui contenaient du plomb, qui ont un certain signal, on va dire, isotopique. Et ici, vous avez ce qu'on peut trouver de façon naturelle dans les sols. Donc on a pris la placette PC08, on a étudié l'horizon profond, l'horizon intermédiaire et l'horizon de surface, et on a vu que l'horizon de surface, à l'époque, on a fait ce travail dans les années 2000, avait un fort enregistrement de plomb des essences de l'époque. Donc ça veut dire que le plomb, il est bien retombé là-dessus, il était stocké. Par contre, quand on est allé, et l'horizon profond, par contre, il est près du pôle naturel. Quand on a regardé l'horizon intermédiaire du sol, on a essayé de le décortiquer. Et on s'est aperçu qu'en fait, on avait, en prenant des particules grossières et des particules fines, on s'est aperçu que le plomb anthropique était plus associé aux particules fines, celles qui sont cerclées en bleu ici, et donc, mais par contre, que c'était moins le plomb des essences de 95, mais plus des essences plus anciennes qui avaient un autre signal. Et ensuite, deuxième résultat, c'est que c'est plus les oxydes qui sont en point bleu plein ici, qui avaient enregistré ce plomb-là, pour l'aider à migrer, en gros, plutôt que la matière organique en jaune ici. Donc ça montre que c'est très important de connaître finalement le comportement de ces éléments dans le milieu, parce que ça peut permettre justement de protéger et de comprendre les risques qu'on encourt. Donc en conclusion, qu'est-ce que René Caufort apporte dans tout ça ? Donc, comme vous l'avez vu, c'est un support d'observation actuelle et d'observation historique. C'est un support aussi de prédiction, de validation d'hypothèses qui vont du processus jusqu'au bilan. On le verra dans les exposés qui vont suivre. Aussi, on verra aussi que ça peut être un outil de rétro-observation environnementale et qui permet d'intégrer de nouveaux questionnements. Et donc, j'aime bien citer ce que disait Aristote déjà à son époque, puisqu'il disait que la science moderne est basée sur l'observation. Et je crois que voilà, c'est toujours vrai aujourd'hui. Voilà, donc pour illustrer tout ça,
On va donc avoir maintenant les présentations des différents orateurs. Donc la présentation de Laure Gandois sur l'impact du devenir des pollutions à métaux en forêt. Ensuite, on continuera avec Yves Thierry sur le cycle des éléments radiogéniques, pareil, en forêt. Et enfin, on terminera par Jérôme Boulnard sur les indications de contamination en polluants organiques persistants. Voilà, donc Laure Gandois, si tu veux bien.